Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Affaires Obscures. Salut David. Salut Florent, comment ça va? Alors, ça y est, t'as été tel Hibernatus, t'as été dégivré? Ouais, exactement. Non, et en vrai, on a eu du bol qui faisait pas si froid que ça. Mais à voir, il y a eu des familles à Montréal même, ou enfin peut-être même ailleurs en fait d'ailleurs, mais qui sont restées quand même genre 6 jours sans électricité. Hein. Nous, ça a été 3-4 jours, donc ça va, Ouais. tu vois. Tu Pas, jettes ce qu'il y a au frigo, ça fait un petit peu mal au cœur là, c'est clair. mais voilà quoi. Pas évident. Période en plus au début du printemps, quoi, quasiment en plus. Hein. Exactement, le dégel et compagnie, comme dirait François Damien, c'est toujours délicat. Exactement. Délicat. Hein. Bon, et délicat comme malheureusement, c'est 15 jours où on a été un petit peu absent. Hein. Absence de 15 jours due à cette panne d'électricité, mais pas que. Hein. Moi, j'ai eu un petit problème d'ordinateur. Donc, Ouais, puis bon, après, il faut caler les agendas, hein, c'est pas simple. Hein. Exactement. Moi, j'avoue que j'ai eu un petit problème de gorge qui se ressent encore un petit peu. Bon, je vais vous éviter la toux. Sinon, on pourrait faire un épisode ASMR avec la toux. Non, Grave, parce l'horreur. que ça serait une bonne idée. Bon, en Alors, parlant de petites contrariétés d'écoute, là, bon, on a beaucoup de bons retours, hein, d'excellents retours même, hein, et ouais, le podcast, il ne fait que croître. ouais. On a vu qu'il y avait Mais quand même... il y a un petit mais. Ah, il y a un petit mais, ouais, il y a un petit mais, et du coup, on va essayer de le résoudre dès cet épisode-là. Donc C'est pas vrai. j'espère qu'on va pas se tromper. J'espère que je vais pas me tromper puisque c'est moi qui vais faire le montage. On va essayer de réduire les musiques, de mettre des choses un peu plus, on va dire tempérées, parce que j'imagine que peut-être certains ont eu un peu de la difficulté à être attentifs dans les épisodes suite du coup à des musiques. Alors, je vais être tout à fait honnête, hein, Florent, parce que Ouais, c'est voilà. Bon, bah voilà, moi je composais les musiques. Voilà, c'est ta passion. c'est ma passion. Je compose un peu. Bon, c'est sûr que quand on voit que ça plaît pas du tout, bon, on prend un petit coup à son ego, mais bon, ça fait partie. Bon, on baissera un peu le volume et puis on va Ouais, changer on un petit baissera peu le le volume et truc, puis quoi. Parce que pour ceux qui savent pas de quoi on parle, en fait, on lit tous vos commentaires, hein, et puis d'ailleurs, n'hésitez pas à nous en remettre hein, sur les réseaux sociaux et puis sur Apple Podcast. Et puis on a eu plusieurs fois, ah c'est cool et tout, votre podcast est intéressant, les sujets sont intéressants, mais au niveau de la musique, ça, en gros, t'as des gens qui sont un peu moins fans, quoi. Donc on comprend et puis voilà. mais voilà, on s'ajuste. Mais on est aussi dans l'idée que il faut garder un petit habillage sonore parce que c'est Ah bah oui. important. C'est Bah, important. en tout cas, nous c'est ce qui nous plaît. Écoute, Nous, ça nous plaît et puis je pense qu'on gardera ce cap-là et on écoutera évidemment aussi ce qui a été dit sur les musiques trop fortes, sur peut-être les musiques un peu trop répétitives. L'habillage sonore sera un peu plus modeste. Voilà. allez, En tout cas, on va. j'espère que ça permettra à ceux qui nous ont pas mis de très bonnes notes de remonter leurs notes. Hein. On est honnête, hein, on le dit, on est honnête. Exactement, C'est exactement. important. Et Vous puis, êtes d'ailleurs, honnête, on est honnête. Hein, et puis ouais, et puis dites-nous d'ailleurs si vous trouvez que c'est mieux, que c'est moins bien et tout. Nous on est open à avoir du feedback. Bon, et en tout cas, c'est cool. On voit qu'il y a de plus en plus de réactions. On remercie nos followers Exactement. et nos personnes qui sont assidues et qui nous demandent, qui nous demandaient des nouvelles récemment. Ouais, vraiment cool. Ça fait plaisir à voir. Super Ça sympa. fait plaisir à voir. Exactement. Et donc, en tout cas, c'est cool puisque cette semaine, on attaque sur un nouveau sujet. T'as teasé pas mal sur les Ouais, réseaux, Florent. j'ai un petit peu teasé, j'avoue. Ouais. Donc, et pas très finement. Donc les gens qui connaissent, Je vous pense aurez qu'en tout de tout suite cas, grillé. les Québécois auront reconnu. Oui. Pas de souci. Les Oui, Français peut-être un peu moins parce que ça fait moins partie de notre patrimoine obscur entre guillemets. Oui, alors d'ailleurs, et justement, est-ce que toi tu connais... Bah attends, excuse-moi, désolé, je t'ai coupé. Mais moi je me demandais, est-ce que tu connaissais cette histoire, toi? Parce que moi, avant d'arriver à Montréal, je la connaissais pas. Moi, honnêtement, je la connais pas du tout. Hein. Vraiment pas. Ça me dit rien du tout. Ah bah écoutez, je suis bien content, tu vas donc, m'en dire donc, Tu du vas coup, me dire ce que t'en penses. du coup, je vais découvrir en même temps que les auditeurs tout ce que tu vas nous raconter. Donc, dans ce nouvel épisode, Florent, et de quoi tu vas nous causer cette semaine? Eh ben, je vais vous parler d'une apparition d'un ovni au-dessus de Montréal en 1990. Et oui, et juste avant qu'on démarre,
juste avant le démarrage formel, j'aimerais mettre un peu les choses au clair. Parce qu'on en a parlé dans les tout premiers épisodes, un peu de notre position sur oui, est-ce que tu crois aux ovnis, etc. Moi, David, je voulais savoir, c'est quoi ta position à toi? Ah bah alors moi je l'ai déjà dit. Moi je suis je crois à 200% aux ovnis. Après aux ovnis qui viennent sur notre planète, peut-être un peu moins, mais en tout cas sur des visiteurs, il y a peut-être effectivement des interrogations à se poser, mais sur la vie extraterrestre, je n'ai aucun doute là-dessus. Voilà, ça c'est ma position. Très bien. Après, il y a beaucoup de choses, malheureusement, si je suis un peu critique, il y a beaucoup de choses qui ont été un peu montées en épingle, notamment dans les années 50, la Roswell, etc., qui ont fait du mal un peu aux thèses des ovnis. Et donc, voilà. Il y a beaucoup de fantasmes. De fantasmes, de fake, d'extraordinaire, tu sais, pour faire monter un peu la sauce et compagnie. Non, bah écoute, moi je te dirais que ma position elle est un peu pareille, hein. Je te dirais que pourquoi pas, je te dirais pas que j'y crois à 200%, mais je te dirais plutôt oui, pourquoi pas. Il y a bien parmi le milliard d'étoiles qui nous entourent, on est peut-être pas les seuls dans l'univers. Alors après, de là à dire que effectivement tous les 15 jours on a E.T. qui descend d'une soucoupe, qui vient enlever quelqu'un pour faire des expériences, qui vient le remettre et compagnie, puis que tout ça c'est organisé par le gouvernement et compagnie. Ben non, tu vois. Non, moi, je veux bien croire qu'on ne soit pas les seuls dans l'univers, mais de là à me dire, oui, puis en plus ils viennent sur Terre, là, j'ai beaucoup de mal à ça. Par contre, ça change pas qu'il y a quand même des cas qui sont très très... Tu sais, ça te questionne un petit peu, tu vois, comme l'épisode que j'avais fait sur les ovnis du Pentagone, là, les 3 vidéos qui sont quand même ultra intéressantes, et d'autant plus que c'était des feedbacks de pilotes de l'US Navy. Mhm. Là, l'ovni de Montréal, je trouve ça méga intéressant parce que dis-toi que ça se passe 2 jours après les ovnis, tu sais, la vague d'ovnis en Belgique, en France et en Belgique, là. Dans les années 90. Et donc je trouve ça marrant, tu vois. Vraiment, on est vraiment à la même période, quasiment à 1 ou 2 jours près. C'est super intéressant. T'es en train de me dire que ils ont peut-être été chercher une frite en Belgique. Exactement. Et ils voulaient tester la poutine, quoi. C'est ça. Exactement. Ils ont été tester une frite à la frontière à Moucron. Ils n'ont pas été super bien accueillis et du coup ils ont passé l'océan et ils sont arrivés chez nous. Et en passant, un petit bonjour à nos amis francophones qui sont de plus en plus à nous écouter, francophones de Suisse et de Belgique. Hein. Ah ouais, ok. Bah écoutez, tout à fait. Bien le bonjour bien le bonjour à nos amis belges. Du coup, la rêve de Moucron, les Belges l'auront sans doute. Hein, exactement. Sans doute. Pour les autres, ceux qui nous écoutent dans le monde entier. Ouais, bah on passe un petit bonjour à la friterie du parking ou à la friterie Alex et compagnie, hein, ceux qui nous écoutent. Voilà quoi. Incontournable. La frite belge est incontournable. En tout cas, nous qui sommes français, on peut le dire, les frites belges sont belges. Voilà. Inimitable, exactement. Allez, bref, on y va, on plonge. Allez, c'est parti. Alors, en fait, je vais te parler du coup de cet ovni de la place Bonaventure, mais on pourrait aussi parler de l'ovni de l'hôtel Bonaventure. Donc pour nos auditeurs qui connaissent pas Montréal, en fait quand on parle de la place Bonaventure, et j'ai partagé une photo de ça hier ou avant-hier, je me baladais, je suis passé juste devant, incroyable, c'était pas prévu. Et en fait on parle pas d'une place en fait avec des arbres, une petite fontaine, des gens qui lisent des livres et compagnie. On est sur un bâtiment énorme en plein centre de Montréal, tu vois, juste à côté du mille de la Gauchetière, qui est un des gratte-ciel emblématiques de la ville de Montréal. Je veux dire, si tu regardes la skyline du centre-ville de Montréal, tu reconnais du premier coup d'œil le gratte-ciel du mille de la Gauchetière, et la place Bonaventure est juste à côté. Et d'ailleurs, David, tu le sais peut-être pas, mais quand tu es venu à Montréal il y a quelques années, c'est là-bas que tu as pris ton train. Juste à côté, en tout cas. D'accord. Alors, un train. Je me souviens plus. Ah oui, d'accord, oui.
quand tu as bus pris ton peut-être? train, Un bus? un bus ou Un oui, bus pour, excuse-moi, oui, pour d'accord. Québec, Mais pour mais Québec. je vois très bien de quel, gratte-ciel tu parles, puisque de mémoire, quand on était sur le Mont-Royal, hein, c'est ça? Ouais, Heu, quand tu vois un peu le panorama, tu vois cet immeuble un petit peu, en pointe, hein. iconique, hein, Ouais, en pointe, le haut est en pointe, en fait. De toute façon, je pense que c'est le plus haut de Montréal et le haut est en pointe. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est le plus haut de Montréal. Euh, donc voilà. Et donc cette place Bonaventure, en fait, elle est érigée au-dessus des lignes de chemin de fer. Donc c'est un bâtiment qui date de 67. On a la gare qui est juste en dessous. Et en fait, au-dessus et tout autour, on a le centre d'affaires qu'on appelle aussi la place Bonaventure. Voilà. En plus de la gare que tu as en dessous, en fait, tu as un centre d'exposition, tu as un hôtel 4 étoiles qui a genre 400 chambres, des suites, des restaurants, une piscine chauffée sur le toit. Bon, tu vois, c'est pas une petite place là, c'est pas mal. un gros centre. Et quand tu passes devant, effectivement, tu vois qu'il y a plusieurs étages. En dessous, il y a la gare et compagnie. Donc c'est gros. Et c'est en plein centre de downtown Montréal. Et donc voilà, pour te donner un sens de la taille, le bâtiment est plus gros que l'Empire State Building. Par contre, c'est beaucoup moins bas. C'est pas en hauteur, c'est un gros carré. C'est un gros carré mais énorme. Voilà pour la carte postale un petit peu. Et donc là, je vais te parler de ce qui s'est passé le 7 novembre 1990 pour nos amis belges et suisses, 1990, à cet hôtel Bonaventure. Et c'est ça. On est le soir, 19h20. Et donc là, on a une touriste américaine qui est en train de se baigner dans la piscine qui est située sur le toit de l'hôtel. Bon, tu vas me dire, 7 novembre, piscine extérieure à Montréal et compagnie. Bah écoute, je vais te dire oui, c'est une piscine chauffée, c'est ce qui en fait un peu son attrait, tu vois. Donc c'est vraiment cool, tu peux même y aller en hiver avec la neige et tout. C'est sympa. T'as déjà été toi, non? Non, je suis jamais allé. Par contre, voilà, pour la petite carte postale, hein, si certains Français veulent venir au Québec, c'est vrai que c'est sympa de se faire des petits spas en plein hiver quand il fait un peu du moins 20, moins 30 dehors. Là, c'est vraiment sympa l'écart de température. Fermons la parenthèse. Voilà, si tu regardes des photos satellites, tu remarques que la piscine, elle est un peu comme dans un jardin, tu sais, sur le dessus là, c'est un peu de paysagement et tout. Tu vois, donc tu vois un peu bien l'ambiance de cette soirée, au calme, dans un hôtel quand même assez haut de gamme, piscine et compagnie. Et en fait, alors qu'elle nage dans cette oasis au cœur de la grande ville, son regard, il va être attiré par le ciel et plus précisément par un objet qui se dessine à travers les nuages. Et en fait, on a effectivement un ciel qui est quand même assez nuageux ce soir-là. Tu vois, c'est pas le ciel où tu vois les étoiles. Là, c'est quand même assez nuageux, mais à travers les nuages, en fait, elle voit un objet. On a des faisceaux de lumière qui sont verts, jaunâtres, orangés. On peut aussi deviner une forme ronde qui est gigantesque. Bon, alors, je te le dis tout de suite, par contre, selon les sources, le nombre de lumières change. Ça, c'est un peu un truc là, mais voilà. À la télé, en gros, j'ai essayé de chercher des sources d'époque, tu sais, plutôt que de lire des articles, et puis après, j'ai un peu mixé tout ça dans mes sources. Bon, à la télé, dans les jours qui suivent, t'as 5 lumières, t'as les émissions à la radio, tout ça, ils disent 7, 8, et puis t'en as un autre qui part sur 11 lumières et compagnie. Donc, bon, tu vois, ça, bref. Et il n'y a pas eu ça n'a pas été ni filmé ni photographié. Alors, si, c'est ça qui est super intéressant. Je vais y venir, mais c'est qu'on a des preuves de la police, de l'armée, on a des preuves d'un journaliste qui a pris une photo, et je te partagerai. Tu sais ce qu'on va faire? Je te partagerai la photo à la fin de l'histoire et tu me diras ce que t'en penses. Parce que moi, j'en pense quelque chose, mais je vais attendre de voir ce que toi tu me dis. T'as une théorie, c'est ça que tu veux dire? J'ai une théorie. Tu t'es pas prêt. C'est ça. En tout cas, bref, on a plusieurs lumières et tout ça. Et outre les bruits de la ville, parce que t'es en plein centre-ville de Montréal, je sais pas si tu te rappelles, mais ça fait quand même du bruit. T'as beaucoup de voitures, t'as les voitures de police et compagnie. La forme en elle-même ne semble pas dégager de bruit. Tu sais, t'as pas un genre de grondement ou bref, t'as pas de bruit. L'objet semble comme en suspension au-dessus de l'hôtel, assez haut.
parce que la couche de nuages est en dessous. La couche de nuages floute l'objet, mais on arrive quand même à bien le distinguer, et surtout ses lumières. Donc là, en fait, la touriste, devant ce phénomène, en fait, elle va sortir de l'eau et elle va aller alerter la sauveteuse qui est juste à côté, qui est plus, elle, focus sur ce qui se passe dans la piscine que sur le ciel, bien évidemment. Et en fait, la sauveteuse, elle va avoir un peu le même... la même fascination, on va dire, que cette touriste, parce que en fait, elle va direct appeler la sécurité de l'hôtel. C'est pas normal. Il y a un truc de vraiment bizarre. Au-dessus de Montréal, ce que tu vois souvent passer, c'est des avions qui sont en approche ou en décollage, donc tu les remarques tout de suite. En plus, ça fait du bruit, tu les entends. Là, il n'y a aucun bruit, ça fait beaucoup de lumière. Quand tu verras la photo à la fin, tu diras ah ouais, quand même. C'est assez bizarre. Et donc là, en fait, tu commences, moi j'imagine vraiment l'ambiance, tu vois, dans les années 90 et tout. T'as un peu un tas de monde qui commence à arriver sur le toit de l'hôtel. Ça commence un peu à être électrisant, tu vois, électrisé, je ne sais pas comment dire. Mais voilà, t'as la sécurité, t'as des membres de la direction de l'hôtel, t'as des clients, ça parle et compagnie. T'as une trentaine de personnes qui sont maintenant sur le toit et dans les jardins tout autour, qui ont les yeux rivés vers le ciel, vers l'objet lumineux, et en fait l'objet lumineux, il ne semble pas bouger. Voilà. Donc là, la direction de l'hôtel, elle est un petit peu... elle préfère prendre des précautions, et en fait elle va appeler le poste de police. Et donc voilà, elle va faire, j'imagine, le 911. Et du coup, on amène une voiture de patrouille très rapidement, parce qu'il y en a toujours plein dans le centre-ville. Très rapidement, hop, t'en as une qui se gare devant, et t'as l'arrivée de la police. Donc voilà, quelques minutes après l'appel, t'as une première voiture de police qui arrive. Et le premier répondant, c'est du coup François Lippé, qui est le premier policier à arriver sur place. Alors, bon, moi j'imagine bien la scène. T'as des gars un peu illuminés qui te disent oh, il y a un truc bizarre au-dessus de l'hôtel, c'est des ovnis et compagnie. T'as le flic qui buvaient leur petite coupette de champagne au bord de la piscine. Exactement, tu sais, j'imagine vraiment l'ancienne voiture de police de Montréal, hop, qui se gare avec un petit bruit de crissement de pneus, le flic qui sort avec son petit carnet qui se dit bon ok, ça va durer 5 minutes, je vais prendre vite fait les noms des gens et puis ensuite je me casse, j'ai mieux à faire. Et là en fait il va lever les yeux vers le ciel et lui aussi il va être décontenancé. Comme je te disais, il pensait arriver pour prendre un dossier de plainte classique ou c'est une connerie. Mais il se rend compte que non, c'est quand même vraiment autre chose. Et du coup, il va avoir le bon réflexe, c'est d'appeler ses supérieurs. Il fait remonter l'information et il leur demande de venir voir parce que là, il sait pas comment gérer ça. Il y a du monde là-haut, sur le toit. Il y a vraiment un objet qui a l'air énorme dans le ciel. Il sait pas ce que c'est. Il y a de la lumière. C'est à travers les nuages et ça bouge pas, ça fait pas de bruit. En tout cas, c'est vraiment pas habituel, tu vois. Pourtant, à mon avis, quand t'es policier à Montréal ou dans n'importe quelle autre grande ville, tu dois en voir des choses. Mais voilà. Et donc là, tu as Robert Masson, le chef de la police de Montréal de l'époque, qui arrive sur les lieux très rapidement. Il va lui aussi tourner la tête vers le ciel et il va rester lui aussi assez perplexe. C'est quand même intéressant, je trouve. Parce que là, tu as quand même le chef de la police de Montréal aussi qui est ok, waouh. Il va remarquer la forme que tout le monde voit, les lumières également qui semblent changer d'intensité légèrement de temps en temps. Donc tu vois, c'est pas quelque chose de fixe d'après les. Et ça, c'est un peu dans tous les témoignages. Hein. On dirait que les lumières un peu, c'est pas qu'elles vacillent, mais tu sais, elles changent un petit peu d'intensité de temps en temps. Et il va prendre en charge l'opération. À partir de ce moment-là, c'est plus François Lippé, c'est Robert Masson, le chef de la police, qui va prendre en charge l'opération. Et donc lui, il va faire... C'est intéressant, il va poser plusieurs actions dès le début. Lui, il va croire, pourquoi pas, à une illusion d'optique. Donc ce qu'il va faire, il va demander à éteindre toutes les lumières qui illuminent le chantier du building d'à côté, parce qu'à côté, le mille de la Gauchetière, on en parlait juste avant, il n'était pas encore construit. Il était en cours de construction, et du coup, évidemment, t'imagines bien, vu la taille de la tour, on a un chantier gigantesque, des grues partout, des lumières, des projecteurs, tu sais, qui allument le chantier pour la nuit et compagnie. Et donc lui, hop, on fait éteindre tout ça. Parce que pour lui, ça pourrait être des lumières de la construction qui se réfléchissent quelque part dans le ciel, et tu sais, qui viennent projeter un peu une image. Bon, problème, tout est éteint, et l'objet reste encore là.
Donc là, ce qu'il va faire, il va contacter l'aéroport de Dorval et Mirabel. Donc l'aéroport de Dorval, c'est l'aéroport de Montréal, qui est vraiment sur l'île de Montréal. L'aéroport de Mirabel, c'est un aéroport qui se trouve au nord de Montréal, dans les Lanaudières. Je ne sais pas si c'est encore les Lanaudières ou si c'est encore le Grand Montréal, mais bref. Et aussi l'avant-poste militaire. Donc là, il sort l'artillerie et c'est ça. Donc en fait, il leur demande surtout, est-ce que vous voyez quelque chose dans le ciel de Montréal sur vos radars? Est-ce qu'il y a un avion sur place? Est-ce qu'il y a un hélicoptère? Un avion, ça serait étonnant parce qu'à voir, ça bouge pas, mais bref. Et on lui dit que non. Rien de particulier, le trafic est normal, aucune trace radar, rien de foufou en gros. Donc là, il va se passer quelques minutes. Et là, t'as l'aéroport t'as un des aéroports qui va rappeler Robert, la tour en tout cas, donc qui va rappeler en disant t'as un avion cargo qui est en train de passer au-dessus de toi, au-dessus du centre-ville, à peu près à la verticale de l'hôtel. Et donc là, Robert Masson va confirmer qu'il le voit. Et en fait, ce qu'il va se rendre compte, et là, tiens-toi bien, c'est quand même assez fou, c'est que l'avion est en train de passer sous l'objet non identifié. Ça, c'est quand même ouf. C'est fou. Ça. Donc lui, il sait que l'avion est à 6000 pieds parce que la tour de l'aéroport lui dit t'as un avion cargo qui arrive à 6000 pieds. Regarde, et lui il regarde, et en fait lui il voit qu'effectivement ça passe sous l'objet non identifié. D'accord. Donc lui il estime que l'objet non identifié devait être à peu près 8000 à 10 000 pieds, ce qui est haut, mais ce qui est pas non plus, un avion ça vole bien plus haut que ça aussi, hein. Donc l'avion a dû le voir, ça. Alors ça, j'ai pas trouvé d'informations là-dessus, étrangement. Effectivement, moi, c'est un peu la première chose que je me suis dit. Je me dis, on va avoir le commandant de bord qui va nous dire, ah bah oui, j'ai vu, ou alors bah non, j'ai pas vu. Oui, parce que vu la luminosité qui transperce les nuages, exactement. On s'imagine que là, du coup, ça devait être hyper éclairé dans le ciel. Exactement. Et j'ai pas trouvé. Alors, j'ai peut-être mal cherché. Hein, donc, s'il y a une preuve quelque part, dites-moi. Mais moi, j'ai pas trouvé d'informations, en tout cas, ou c'est ça, d'informations qui nous disent oui, l'avion on l'a vu, mais en tout cas c'est ce que nous dit la police et c'est ce que nous disent aussi toutes les personnes qui l'ont vu qui étaient dans l'hôtel à ce moment-là. Et donc là, à partir de ce moment-là, la nouvelle va se propager comme une traînée de poudre dans la ville. C'est dans la même soirée, t'as plusieurs personnes qui commencent à être au courant. Tu as une procédure fédérale qui va se mettre en place. Et donc, tu as un agent de la GRC, donc la Gendarmerie Royale du Canada, qui va arriver aussi, lui aussi, rapidement sur place. Il va contacter les mêmes personnes, les mêmes sites que Robert Masson, mêmes résultats, etc. Par contre, lui, il va arriver à faire décoller un chasseur F-18 pour vérifier ce qui se passe. D'accord. Alors, dans les témoignages que j'ai pu écouter, qui datent du même jour ou du lendemain, ou d'un peu plus tard là, les témoins disent qu'ils vont pas le voir, le F-18, mais ils vont l'entendre passer à toute vitesse au-dessus, parce que bon, évidemment un chasseur là ça s'entend, surtout à basse vitesse. Ils vont l'entendre, par contre à cause des nuages et tout ça ils vont pas le voir, mais en tout cas c'est sûr et certain que, et c'est important pour la suite, c'est sûr et certain que tu as un chasseur qui est passé pour regarder ce qui se passait, et selon Robert Masson, le chef de la police de Montréal, il a la confirmation au téléphone que le pilote est en train de prendre des photos de ce qu'il voit. Donc ça veut dire qu'il voit quelque chose. Ça veut dire qu'il voit quelque chose. Donc c'est ça. Arrivée des journalistes maintenant. On a un premier journaliste qui arrive sur place, un journaliste de la presse, qui est un journal de Montréal très connu, qui arrive sur place à 21h environ. Donc on est 2h, enfin, tu vois, 1h30, 2h après que la nageuse ait lancé la première alerte. Et lui, comme tout bon journaliste, il a pensé à prendre son appareil photo. Et il va prendre plusieurs photos. Et donc, c'est ça. Son nom, c'est toujours Michel Laroche. Et donc, effectivement, il arrive, il a son appareil photo, il prend des photos, et les photos vont être publiées. Moi, c'est ce qui me fait... Je te dirais que c'est ce point-là, avec le chasseur, avec le fait que t'es la police, en gros, t'as énormément de sources très fiables. C'est ce point-là qui m'intéresse le plus dans cette affaire, et qui me fait que j'ai envie de le partager sur le podcast, parce que sinon des histoires comme ça de j'ai vu un ovni, t'en as des milliers. Là c'est quand même ultra intéressant. T'as le chef de la police de la ville,
t'as un gars de la GRC, t'as un chasseur F-18, t'as un journaliste qui arrive, qui prend des photos et qui les publie, et tu verras la suite. Des preuves tangibles. Ouais, c'est vraiment tangible. Et comme je te disais, la photo qui va être publiée, et qui est la seule officielle, parce que si tu tapes dans Google OVNI Montréal, c'est OVNI Montréal Bonne Aventure 1990, tu vas tomber surtout sur des photos de reconstitution. Donc en fait, si tu le fais, je te le dis tout de suite, ça n'a rien à voir. La vraie photo, elle a rien à voir, donc tu verras. Donc c'est ça. Il va prendre une photo, et là, à ce moment-là, t'as une colonne lumineuse qui va descendre sur le journaliste. Et là, le journaliste, tiens-toi bien, il va se mettre à flotter devant les 30 personnes et complètement disparaître dans les nuages. Alors attends, ça, on est toujours dans l'histoire là ? Je déconne. Non. Ouais, il me semblait. Non, c'était une blague. Désolé, je voulais voir si tu me suivais toujours. Là, j'y croyais plus. Là, je t'avais perdu, je te le dis direct. T'étais à deux doigts d'arrêter le podcast. Non. Donc effectivement, il prend des photos, elles sont publiées et tout ça. Et en fait, après ça, petit à petit, la météo va se dégrader. Les nuages deviennent de plus en plus épais, jusqu'à complètement obscurcir ce qu'on peut appeler comme l'OVNI. Il est 22h, l'OVNI a disparu derrière les nuages. On ne sait pas où il a disparu, ou s'il est resté là longtemps, on ne sait pas. Il y a eu trop de nuages et ça s'est complètement obscurci. Ce qu'on sait, quelques années après, t'as un témoin, Pierre Comartin, qui aurait vu l'objet plus à l'est. Alors lui, il conduisait vers 23h, donc une heure après, pour rentrer chez lui. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il l'a vu au-dessus du stade olympique. Donc tu vois le gros stade là à Montréal, le stade olympique là, qui se déplace vers l'est. Il pense d'abord à un ballon promotionnel à cause des lumières et tout ça. Bon, ce qui est un peu bizarre à 23h, mais bref, passons. Mais il entend comme un bruit, comme une ondulation. Et puis dans l'interview, il fait bouh. Lui, il sent un son un peu comme ça. Désolé pour la SMR. Et donc, selon lui, l'objet était statique. Puis d'un coup, il baissait d'altitude, il remontait, etc. Et puis ensuite, l'objet, il a disparu dans les nuages. Bon. Alors, moi, je te dirais que ce témoignage-là en particulier, je le prends avec une bonne dose de sel quand même. C'est quelques années après, il y a une seule personne dans Montréal, ailleurs qu'au-dessus de l'hôtel, qui dit ah oui je l'ai vu et tout, et il y a quand même des trucs qui collent pas du tout avec tout ce que les autres ont vu, donc voilà, je le dis parce que ça fait quand même partie des témoignages qu'on a eu dessus, mais voilà, moi je le prends avec une petite poignée de sel, si tu veux. Donc voilà, ça c'est le soir de l'apparition. Donc qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Alors le lendemain, évidemment, l'OVNI il est à la une de tous les médias. Selon les médias, si on prend en compte l'altitude estimée, l'objet était immense à l'échelle de plusieurs blocs d'habitation. Et surtout, outre le tapage médiatique, on a deux agents du NORAD, le North American Aerospace Defense Command, donc le commandement de la défense aérospatiale d'Amérique du Nord, donc qui est un commandement conjoint entre les États-Unis et le Canada pour la défense aérienne. Et rappelle-toi, il y a quelques semaines, il y a eu l'abattage de ballons chinois. Oui. En fait, c'était le NORAD. Donc, c'est ça. Donc, tu as deux agents du NORAD qui vont arriver sur place, qui vont classer le dossier comme ultra secret. Et en fait, tout ça, ce que ça veut dire, en gros, tous les rapports de police, rapports GRC, n'importe quoi, les rapports d'observation de l'avion de chasse, les possibles clichés pris par l'avion de chasse et tout ça, ne seront jamais diffusés et jamais accessibles. En gros, toutes les preuves possibles et imaginables vont être confisquées par le NORAD, et c'est le chef de la police de Montréal qui l'affirme. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas. Donc notamment les photos du chasseur, par exemple. Exactement. Donc c'est quand même assez troublant tout ça. On n'apprendra rien de plus que ce que je viens de te dire depuis les sources officielles, les enquêtes. Quelques années plus tard, t'as Robert Masson, chef de la police, qui revient sur cette soirée dans un documentaire. Alors ça, c'est un documentaire que j'ai bien aimé regarder. Il avancera qu'il est sûr d'avoir vu quelque chose qui n'était pas fait par des humains. Après 15 ans, il en est toujours convaincu. Donc l'émission, pour ceux que ça intéresse, elle s'appelle Dossier Mystère.
Et il dira aussi que quand il a discuté avec le radar militaire de Saint-Hubert, donc qui est juste à côté de Longueuil, ou qui est même à Longueuil, il a eu la perception que le contrôleur lui cachait quelque chose. Bon là, c'est pas un fait, c'est une perception, mais voilà. Donc en gros, le chef de la police, ce qu'il dit, c'est que lui, il est sûr qu'il a vu quelque chose qui n'était pas humain. Il en est toujours convaincu, et que en plus, en parlant aux militaires, il a clairement eu la perception qu'on lui cachait quelque chose. C'est fort quand même, je trouve. Ouais, c'est étrange. Donc ça, c'est l'histoire. Et maintenant, je vais te parler un peu des différentes théories. Parce qu'on a effectivement plusieurs théories, hein, dont la théorie de l'OVNI. On a l'histoire de Robert Guénette et de la NASA. Parce que, en fait, dans toutes les personnes qui veulent savoir ce qui s'est passé, je peux te dire qu'à mon avis, à Montréal, il doit y avoir beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce sujet. T'as quelqu'un qui s'appelle Robert Guénette. Et lui, il a envie de savoir. Voilà. Donc, les photos qui ont été prises par le journaliste, en gros, elles vont être envoyées à un spécialiste de la NASA dans le bureau du docteur Richard Haynes. Donc lui, Richard Haynes, il est spécialiste de laboratoire à la NASA. Il va analyser les négatifs pour essayer de voir si c'est un montage, une supercherie, tu vois. Donc en gros, c'est quand même quelqu'un d'assez carré, mais aussi déterminer d'autres choses comme la taille, l'altitude et compagnie. Alors, c'est pas une procédure officielle qui va conduire les clichés sur le bureau de ce spécialiste, parce que, comme je te le rappelle, tous les clichés ont été confisqués, à l'exception du seul cliché que le journaliste a pris et qui a été publié directement dans la presse. En fait, c'est un passionné d'ufologie, Robert Guénette, qui est en train de rassembler un dossier sur ce qui s'est passé, en fait. Parce que lui, il a envie de savoir ce qui s'est passé, il est passionné par ça, donc lui, il se fait une enquête à part. Robert Guénette, c'est un expert en graphisme informatique, et surtout, il est membre du MUFON, Mutual UFO Network. Donc comment on pourrait traduire ça ? Le réseau mutuel de recherche sur les ovnis. Je dirais ça. Donc, en fait, ce soir-là, le soir de l'apparition, il se trouve à 1 kilomètre de la place Bonaventure, à Montréal. Il y a une foule de voitures de police et de pompiers à cause d'un exercice incendie et tout ça. Bref, il est dans le centre-ville, ça fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'agitation. Et lui, il va lever les yeux vers le ciel en regardant l'exercice et voir comme une aurore boréale. Lui, il va dire, ah, tiens, mais à Montréal, voir une aurore boréale, faut se lever très tôt, quoi. Enfin, à cause de la pollution lumineuse, c'est quasi impossible, j'imagine. Mais en tout cas, lui, il va voir quelque chose. Il va regarder ça plusieurs minutes et rentrer chez lui. Tu sais, il va pas vraiment y prêter trop d'attention. Donc ça veut dire quand même que pour un passionné d'ufologie, ça devait pas être bien fort. Je pense que quand tu es passionné de ça et que tu vois un truc vraiment bizarre, je pense que plutôt 2 fois qu'une, tu vas te ruer vers l'endroit et puis tu vas essayer de prendre des photos, je sais pas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais ouais, si, t'as raison. De toute façon, après, il a l'air un peu moins interpellé que les témoins face à l'hôtel. Exactement. Mais bon, il est à 1 kilomètre. Ouais, c'est ça, il est quand même assez loin et tout ça. Donc peut-être que depuis l'angle de lequel tu peux voir la chose, ça, tu vois bien, tu vois moins facilement. D'autant que la couverture nuageuse, elle a pas aidé non plus. Et en fait, c'est surtout le lendemain qu'il va voir tout le tapage médiatique avec la photo et tout ça. Enfin, ça, c'est le lendemain que c'est gros. Et surtout, le fait que tout soit bouclé officiellement par le NORAD va le pousser à vouloir trouver des explications. Et donc lui, il va envoyer cette photo à un spécialiste de la NASA, qui est ce Richard Haynes. Donc les analyses vont prendre des mois. Donc c'est des analyses, comme je t'ai dit, ultra carrées, au même standard que les clichés qui sont prises par la NASA pour d'autres recherches. Et donc tiens-toi bien, parce que la conclusion qui arrive en 1992, c'est numéro 1, c'est pas un montage. Numéro 2, c'est pas un reflet de quoi que ce soit. En gros, les lumières émanent bien d'un objet physique en 3D. C'est ce que dit le rapport. Il va analyser aussi la météo de ce soir-là. Et en gros, suivant ce qu'il trouve de la météo, sachant que la couche de nuages, elle était à peu près à 1500 mètres,
lui, il estime que l'appareil était entre 1000 et 2700 mètres d'altitude. Donc en pied, ça fait 3200 à 8800 pieds d'altitude. Donc, si tu te rappelles bien, le chef de la police, Robert Masson, avait vu un avion cargo à 6000 pieds passer en dessous de l'objet. Et donc lui, Robert, il avait dit, oh bah, kiff comme ça doit être, l'objet il doit être à 8000 à 10 000 pieds. Et là, tu as un gars de la NASA, en voyant la photo et l'analyse de la météo de ce jour-là, qui confirme en gros plus ou moins cette théorie, parce qu'en fait il vient dire oui, l'objet devait être entre 3200 à 8800 pieds. Bon, lui il n'était pas là ce soir-là, il se base juste sur une photo. Et quand tu vas voir la photo, bon, c'est pas la photo la plus impressionnante qui existe là, mais c'est ça, en tout cas ça colle. Et le diamètre serait de 540 mètres. Donc, autant te dire que c'est gigantesque. 5 terrains de foot. Ouais. Tu vois, c'est à peu près 100 mètres, 120 mètres un terrain de foot. Donc c'est ça, 5 terrains de foot de diamètre. Donc gigantesque. Et selon le spécialiste de la NASA, toujours, ça serait pas une aurore boréale ou un quelconque phénomène astronomique. Pour lui, c'est indiscutable que c'est un objet. Et le dossier qu'il va écrire en collaboration avec Richard Guénette est aujourd'hui toujours accessible en ligne pour ceux que ça intéresse. Donc c'est un dossier énorme. Je l'ai pas lu en entier. J'ai lu un résumé. Parce que sinon on pourrait faire un podcast qui dure 3 heures, mais c'est ça. Alors on a quand même un petit bémol qui vient d'un mathématicien québécois qui s'appelle Monsieur Lafleur, qui remet en question surtout le mot objet. Donc selon lui, selon Monsieur Lafleur, qui est quelqu'un d'assez reconnu dans le milieu des mathématiques, les experts s'attachent beaucoup au fait que les lumières viendraient d'un objet, et en gros l'étude elle explore pas assez en profondeur, elle l'effleure un petit peu mais pas assez en profondeur d'autres cas comme des reflets, etc. Tu sais, je t'ai dit que Richard Haynes met de côté les reflets et tout ça. Selon Monsieur Lafleur, ça va, en gros, il va pas assez en profondeur. Le dossier va en profondeur énormément pour prouver que c'est un objet en 3D. C'est un peu à charge, quoi. C'est un peu à charge sur l'OVNI. C'est ça. Ça serait un peu à charge quand même. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça, c'est pour la théorie OVNI. Donc là, il y a aussi une théorie reflet, etc. Et il y a une autre théorie qui est pas mal aussi. C'est la théorie de Robert Alessandri. Et donc ce Robert Alessandri, c'est selon lui, et donc lui il a aussi un site internet, et la théorie est entièrement sur son site. C'est un dossier qui est énorme. En gros, il va rassembler sur son site univers-ovni.com énormément de preuves. Il va reprendre toute l'enquête, il va reprendre toutes les publications, toutes les photos, croquis possibles, etc. Et en gros, il va faire sa théorie. Donc selon lui, les lumières pourraient facilement être expliquées par le phénomène des piliers de lumière. Donc ce phénomène se produit en climat froid, et ça serait des rayons de lumière qui se reflètent sur des cristaux de glace en suspension dans l'air. Alors, je suis allé voir, et je te conseille d'y aller. Vas-y avant de regarder la photo à la limite. Donc tu fais une petite recherche, tu recherches piliers de lumière, donc et tu vas trouver plein de photos. Donc on dirait vraiment, quand tu regardes des photos de ça, on dirait vraiment comme si effectivement tu avais une aura qui venait du ciel et qui tombait, et tu sais, tu peux en avoir plusieurs, en jaune ou en vert. Je l'ai. Voilà. Ouais, d'accord. Donc tu vois, on dirait vraiment ça porte bien son nom. On dirait vraiment dans la nuit comme des piliers de lumière. Et donc en gros, parce que je suis pas météorologue, mais ça serait des rayons de lumière qui se reflètent sur des cristaux de glace en suspension dans l'air. C'est intéressant. C'est une des théories les plus appréciées et reconnues par les personnes un peu plus terre à terre, peut-être comme moi dans la salle, on va dire. Mais elle a quand même quelques lacunes, parce que ce soir-là, la température était proche de 0 degré au sol. Les cristaux responsables de la création de ces piliers de glace se forment vers les -10, -20. Bon, voilà. On sait que des cristaux peuvent aussi se former vers -3 à 0 degré, ce qui résulterait à créer des piliers de lumière plus faibles. Donc à l'altitude estimée de l'objet, il aurait fait -6 degrés, donc ça colle pas vraiment avec les observations et avec la photo. Donc en gros,
Si t'as pas la photo, tu peux dire ah bah oui, c'était un pilier de lumière. Ils étaient au-dessus de l'hôtel, bam, pilier de lumière, ok, tac tac, ça colle, etc. Par contre, quand t'as la photo et quand t'as les données climatiques, bon, ça colle un peu moins. Aussi, normalement, ce phénomène est vraiment large à l'échelle d'une ville, tu vois, par exemple. Là, c'est ultra localisé, c'est au-dessus d'un hôtel. Ouais, c'est ce que je vois. Hein. Donc, tu vois, Il y a plusieurs piliers de lumière là. c'est Ouais. ça, c'est quand même large. Ouais. Et Ouais, effectivement, j'ai cherché beaucoup de photos de piliers de lumière, et à chaque fois, effectivement, je suis assez d'accord avec cette remarque-là. C'est large. T'en as plusieurs, même, t'en as partout. Là, on en a un seul qui est très localisé, et Montréal, c'est vraiment une grosse ville. Je pense que si t'avais eu des piliers de lumière, on va dire même 3-4 qui se baladent comme ça autour de la ville, t'en aurais eu des gens qui auraient dit ah bah non, mais il y en avait un là aussi, il y en avait un là, etc. Donc voilà. Bon, moi je te dirais que ce qui m'impressionne le plus sur cette théorie, c'est la rigueur avec laquelle Robert a enquêté. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller voir sur son site, parce que c'est ultra fouillé. Et si tu veux savoir tout ce qui s'est passé le soir de cette apparition, que tu crois pas aux ovnis, que tu sois ultra open ou ultra fermé sur non, c'est pas un esprit, c'est pas un ovni, pardon. Tu vas sur ce site et t'as toutes les preuves possibles, imaginables. Et tu sais, vraiment des faits. Moi, c'est ça que j'aime bien. D'accord. Donc, c'est ultra carré. Moi, honnêtement. Il t'a convaincu, j'ai le sentiment. Alors, justement, j'allais dire non, je suis pas convaincu par sa théorie non plus. Mais en même temps, tu peux pas enlever le fait que c'est ultra carré tout ce qu'il a fait. Franchement, c'est un boulot de fou ce qu'il a fait. Donc c'est ça. En gros, on a 3 théories. On a les ovnis. On a des reflets. On a des piliers de lumière, et puis c'est tout. Donc moi j'ai envie de te dire, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as envie de voir la photo maintenant? Allez, montre-moi la photo, parce que sinon... Alors je t'envoie la photo. Je vais pas pouvoir comparer avec ce que je viens de voir. Je t'envoie la photo, alors attention, parce que j'ai un petit peu d'impréparation, j'avais pas récupéré l'URL de la photo, donc je te la retrouve, bam, voilà, et je t'envoie ça. Paf. Alors je te laisse ouvrir ce petit fichier et tu me dis ce que tu en penses. Alors, on va regarder ça en direct. Alors, et pour tous ceux qui écoutent le podcast, ça c'est la photo. Ça c'est la ça photo. C'est la photo. Ok, d'accord. C'est la seule photo officielle du journaliste, et c'est la photo que la personne de la NASA a regardé vraiment. Tu vois. C'est moins impressionnant que ce que j'imaginais. Alors, c'était ma première. Moi, je la trouve ultra décevante cette photo. Même carrément décevante, on peut le dire. Bon bah voilà, moi ça y est là, Robert qui a fait une théorie là en 10 pages, c'est une lampe de poche en fait. C'est un faisceau de lampe de poche. C'est fou, hein. Ah non mais c'est alors comment Non, on voit qu'il y a 3 points ou 2 points. Tu vois 2-3 points. Tu vois comme un peu une aura aussi au-dessus. On dirait qu'il y a un objet genre triangulaire. Je sais pas si c'est rond, triangulaire. Enfin, tu sais. On dirait quand même. Hein, et un peu une aura autour. C'est tout ce que tu vois. Moi, je trouve ça décevant. Parce que, après, on s'entend. Je pense que les gens ont fait du mieux qu'ils pouvaient. On met pas en cause la personne qui a mis la photo elle-même là, mais c'est juste que quand tu écoutes toutes les théories, toutes les choses sur cet ovni de Montréal, et que tu vois surtout d'habitude des fausses photos, parce qu'il y a beaucoup de photos qui tournent autour de ça, mais c'est que des mises en scène. Quand tu vois la vraie photo officielle, tu te dis oh, c'est juste ça. Ouais, c'est effectivement parce que il y a des photos où d'ailleurs on voit des photos avec des couleurs différentes. Ouais, exactement. Et c'est pas c'est des reconstitutions. Ouais. Donc effectivement, pour nos auditeurs, ces photos où on voit des lumières différentes, rouges, vertes, etc. C'est vraiment c'est de la mise en scène. Hein. C'est de la grosse mise en scène, effectivement. La seule photo qui est officielle, qui existe, c'est celle que tu m'as envoyée. C'est celle, et puis c'est celle avec laquelle on va illustrer, tu sais, notre post sur Facebook. Donc voilà, vous la verrez. D'accord. Oui, oui. Là, il y a un petit côté, incompréhensible. C'est-à-dire que moi, si je vois ça dans le ciel.
Alors après, attention, hein, ça bouge pas. T'as un avion qui passe en dessous. Enfin, tu sais, il y a quand même des faits qui sont avérés, oui, mais qui sont quand même ultra troublants. La photo en elle-même, je la trouve décevante, mais tu sais, oui, non, l'histoire, elle est incroyable, c'est ça. quand même. C'est ça. Tout autour de ça, moi, je comprends que ça soit quand même. Et puis assez là, on n'a intéressant. pas quand on voit une photo comme ça, on n'a pas la perspective Bah, t'as pas l'échelle. des gens qui étaient là. C'est-à-dire que si c'est un gros truc dans le ciel, 5 stades de foot, t'imagines? 5 stades de foot, c'est sûr que c'est pas une étoile qui brille, quoi. Hein. Exactement. Donc, et puis on voit les couleurs. Les couleurs, c'est marrant parce que on sent que c'est pas des couleurs. J'ai pas le sentiment que c'est des couleurs Bah, alors après, oui, ça passe dans le prisme du nuage, donc c'est vrai que ça peut être biaisé aussi. Hein. Oui. Mais on voit, c'est pas des étoiles qu'on voit à côté, non, c'est pas des étoiles. Je sais pas. C'est pas une nuit étoilée. Hein. Non, il y avait beaucoup de nuages, donc je pense pas que ce soit des étoiles qu'on voit à côté. Moi, je pense que la théorie de Robert Alessandri, elle tient pas vraiment la route quand tu regardes la photo officielle et quand tu regardes les piliers de lumière, comme on appelle ça ressemble pas vraiment. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé aucune photo de pilier de lumière qui, tu sais, comme quoi c'est vraiment un pilier de lumière qui ressemble à ça. C'est clairement pas la même chose. Mais écoute, c'est vrai que c'est un peu décevant. C'est ça. Mais du coup, les personnes, parce qu'on a un pilote de chasse, on a un pilote d'avion, on a quand même. Alors, est-ce que tu sais si c'est des gens qui ont été mis au secret, quoi? Exactement. Globalement. Exactement. Tout est classifié. Tout est classifié. Ouais. Donc, un jour, ça pourra ressortir, peut-être. Un jour, ça pourra ressortir. Alors, moi, je vais te dire ce que j'en pense. OVNI, moi, je suis ultra précautionneux avec ça. Je crois pas vraiment aux OVNI. Je pense que ce que je pourrais croire, à la limite, c'est un phénomène météorologique qu'on connaît pas vraiment. C'est ça. Alors après, par contre, je trouverais ça méga sexy, hein, que ce soit un OVNI qui soit passé au-dessus de Montréal. Ce qui est quand même assez étrange, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui est resté quand même longtemps dans le ciel, hein, plus de 2 heures, que ça fait aucun bruit et compagnie. T'as tout ce monde-là qui est témoin. En tout cas, je pense que tous les témoins, tout ça, je pense qu'ils sont tous de bonne foi. Enfin, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de question de c'est une mise en scène. Non, il y a trop de témoins et en plus, tous les témoins sont ultra crédibles. Hein, et en plus de ça, t'as un avion de chasse qui décolle. Enfin, tu sais, t'as quand même beaucoup de choses qui sont ultra carrées dans cette histoire-là. Comment dire là, mais je pense vraiment pas que ça soit ça. Ouais, c'est ouais. Toi, tu penses pas que ce soit un ovni. Bon, en fait, comme tu le dis, phénomène météorologique, mais bon, il y a quand même des météorologues, il y a quand même des scientifiques, il y a quand même des gens qui auraient pu rebondir là-dessus. Oui, bah. Oui. Bah, t'as quand même, le mathématicien Monsieur Lafleur qui lui pourrait penser à un reflet. T'as quand même quelqu'un de la NASA qui te dit non, c'est pas un phénomène météo, c'est vraiment une lumière qui émane d'un objet, et c'est quand même quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Hein. C'est genre sa vie à la NASA, elle tourne autour de analyser des photos pour voir un petit peu tout ça. Donc ouais. Étrange, hein. Étrange histoire, effectivement. Ouais, et puis là, on peut même pas dire la 4e théorie, c'est la théorie des ovnis, parce que de toute façon, c'est les ovnis. Bah c'est ça, c'est un peu... C'est la théorie de la bête du Gévaudan. C'est un peu notre fil rouge dans chaque épisode, c'est d'essayer de trouver une théorie des ovnis. Mais là, là, l'histoire s'appelle l'ovni de la place Bonaventure. Donc, bon. Ouais. En tout cas, je comprends qu'on puisse se dire, waouh, il y a vraiment eu un ovni ce soir-là, parce que c'est... Même si la photo elle est pas top et que moi elle m'a un peu déçu quand j'ai trouvé la vraie photo, je me suis dit oh c'est juste ça. Bah en vrai tout ce qui se passe autour et puis en plus le fait que t'aies quand même une vraie photo et compagnie, je trouve que cette histoire elle mérite vraiment de creuser et d'essayer d'en savoir plus quoi. Genre qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, et d'autant plus que c'est 2 jours après la vague des ovnis en Belgique.
C'est ça. Pourquoi pas un futur épisode d'ailleurs. Je sens que on pourrait éventuellement te croiser à Montréal, les yeux rivés dans le ciel. Exactement. Un soir de pleine lune, effectivement. Bon, ceci dit, depuis 33 ans, il s'est rien passé. Bon. Non, mais bon, on n'est pas à ça, près, hein, pourquoi pas. En tout cas, ce qui serait intéressant, effectivement, c'est d'avoir peut-être déjà des réactions de Canadiens. Et moi, j'aimerais bien savoir. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui étaient sur cet hôtel. T'imagines, ça serait fou d'avoir un feedback d'une personne qui l'a vu ou de quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui était là-bas. Enfin, tu vois, moi, j'aimerais bien effectivement avoir votre sentiment, en tout cas, sur cette histoire. Ça serait super intéressant. N'hésitez pas à vous manifester, en tout cas, hein, si vous avez des infos là-dessus. On vous fait même un live, hein, où on vous interviewe. Hein, on vous interviewe. Ça peut être sympa. Exactement. Non, écoute, en tout cas, une histoire intrigante, qu'on pourrait d'ailleurs, à l'occasion d'un prochain épisode, essayer de raccorder à justement ces apparitions que tu disais en Belgique, etc. Ça pourrait être intéressant, si c'est étayé et si on a des informations à ce sujet. Et puis de toute façon, on retombera à un moment donné sur un épisode des ovnis, parce qu'il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a pour lesquels on peut tout de suite se taire et passer notre chemin, ça c'est sûr. Ouais. Mais il y en a qui sont intrigantes, et celle-là, elle en fait partie, hein, parce que c'est vrai que au final, il n'y a aucune explication. Non, et on est pile dans notre ligne éditoriale de Affaires obscures, le soir, un ovni au-dessus de Montréal, on ne sait pas ce que c'est. Bon, écoute... Tout à fait. Merci David. Bravo, en tout cas. Merci David. Merci à toi. Merci d'avoir écouté mes élucubrations. Moi, je n'ai fait qu'écouter, et nos auditeurs aussi. En tout cas, hâte d'entendre un jour peut-être le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire. De toute façon, en fait, finalement, dans ce podcast, peut-être qu'un jour on lancera un autre podcast, ça sera le fin mot de l'histoire. Exactement. Exactement. C'est génial. On pourrait créer, pourquoi pas, des épisodes bonus, des choses comme ça, le fin mot. Tout à fait, le fin mot. Ah, ça pourrait être sympa. Vous voyez, on a fait émerger une idée en live. Exactement. C'est super. Le fin mot, pourquoi pas. Et justement, prochainement dans Oui, justement. Justement, en parlant de fin mot, avant ce fameux fin mot, toi, la semaine prochaine, de quoi tu nous parles ? Moi, la semaine prochaine, on fait pas mal de grands écarts là, et j'aime bien moi ça. Hein, on va mettre du Gévaudan, après on se fait une petite crise d'hystérie collective, et puis on vient sur une chaise maudite, et puis on fait une histoire sur les ovnis. Et ben là, on va encore changer un peu d'histoire, et on va rester dans ce qui est quand même un petit peu irrésolu et obscur, avec une célèbre histoire non résolue d'un meurtre assez énigmatique. On n'a jamais fait ça. Et très énigmatique. On l'a jamais fait. Ça serait une première. On a déjà fait une disparition avec la famille Méchineau. Effectivement. Donc on va être un petit peu sur les plates-bandes des affaires criminelles, mais une affaire criminelle non résolue et obscure et énigmatique. Excellent. C'est quand même l'enjeu de ce podcast. Et donc la semaine prochaine, on parlera de ça. Et là aussi, il y a du matériel qui va étayer nos propos, des vidéos, des photos, beaucoup de choses. Beaucoup de choses très intrigantes. Très intrigantes. Et écoute, pressé d'être la semaine prochaine. Et écoute, on y arrive à grands pas. On espère en tout cas que vous écouterez très nombreux ce retour, ce comeback. Exactement, ce comeback après le petit péripétie. Oui. Mais j'en doute pas, parce qu'on a quand même gardé des chiffres très très honorables pendant cette période. Exactement. De disette, on va dire. Et puis là, on repart sur de bons pieds, de bons rails. Et puis voilà, hein. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux. Je te laisse Florent la main là-dessus. Oui, Discord, Facebook,
Et n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette émission, votre avis aussi sur cet épisode en particulier. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis à nous noter aussi sur Apple Podcast, sur Spotify, on est Google Podcast, etc. Donc, c'est ça, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. Eh ben, c'est super. Eh ben, écoute, en attendant, je te souhaite une bonne semaine. Et puis je vous dis et je te dis à très bientôt pour une nouvelle affaire obscure. À très bientôt. Salut tout le monde.